Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis Patrick Fekneti, je suis le délégué général de Passeurs d'Images. Alors, bienvenue à cet après-midi de formation qu'on aurait souhaité en présentiel, mais au regard en fait des conditions sanitaires, malheureusement, on se retrouve une fois de plus en distanciel. Donc, on espère que la situation sanitaire nous permettra de se retrouver bientôt en présentiel. Avant que je ne commence, il y a un petit écho. Donc, si vous pouviez... Voilà, merveilleux. Mes petits camarades, couper mon micro, ce serait formidable. Donc, on avait prévu initialement de se retrouver dans le cadre du festival Chéri Chéri. Et tout à l'heure, je passerai la parole à notre ami Laurent du festival. Voilà, mais ce n'est que partie remise, Laurent. Hein, tout à fait. On te laissera la parole tout à l'heure, mais voilà, rendez-vous est pris pour le prochain festival Chéri Chéri de tous se retrouver en présentiel. Alors, quelques mots sur Passeurs d'Images l'association, bien qu'on soit connu de toutes et tous. Passeurs d'Images, c'est une association nationale, c'est un centre de ressources et de mise en réseau, dont l'objet est de fédérer l'ensemble des professionnels de l'éducation aux images du secteur socioculturel, notamment, autour de dispositifs que sont école et cinéma, collège au cinéma pour le temps scolaire et passeurs d'images, le dispositif éponyme pour leur temps scolaire. Et on assure aussi la coordination d'une opération qui s'appelle Dessiner la vie. Je sais qu'il y a un certain nombre de nos amis de la protection judiciaire de la jeunesse, il y a notamment Frédéric, le directeur de l'OMPJ, que je salue. Voilà, opération à laquelle aussi nous sommes très attachés. Alors, comme tout centre de ressources et de mise en réseau, on apporte du conseil, de l'expertise. On fédère les professionnels autour de séminaires de travail, de rencontres. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous à Marseille, à Aix et à Martigues pour nos prochaines rencontres nationales fin novembre. Et puis aussi, on mutualise les expériences les plus pertinentes réalisées sur les territoires par les membres de notre réseau et notamment par les pôles régionaux d'éducation aux images qui, sur un certain nombre de territoires, fédèrent les professionnels et mettent en place un certain nombre d'actions. Alors, on s'est rendu il y a, je crois que c'était en 2018, en Champagne-Ardenne, à l'occasion d'une journée de formation qui était organisée par le Black Maria. Le Black Maria, c'est le pôle régional d'éducation aux images de Champagne-Ardenne. Je salue chaleureusement Frédéric Voulizet, qui le co-dirige avec Jérôme Descanges. D'ailleurs, j'espère que Jérôme, tu vas nous rejoindre rapidement. Je lance un SOS à Jérôme. Recherche Jérôme désespérément. Et donc, à cette occasion, Jérôme et Frédéric avaient présenté ce kit contre les LGBT-phobies. Et j'étais dans la salle à ce moment-là et j'avais trouvé l'initiative formidable. J'avais trouvé déjà qu'il y avait eu vraiment une réflexion autour des films qui composaient ce kit, un vrai point de vue des réalisateurs. Et j'ai dit à Jérôme, au moment du déjeuner, on pouvait à ce moment-là déjeuner ensemble de manière assez conviviale. Je lui ai dit, écoute, c'est formidable votre initiative. Est-ce qu'on ne pourrait pas la reproduire au niveau national ? Et Jérôme et Frédéric qui ont tout de suite dit banco, on va se rapprocher des réalisateurs, des auteurs pour voir comment on peut négocier les droits. Et donc, on a, sur la base de cette initiative, imaginé un kit destiné aux professionnels qui travaillent auprès des publics sur le temps scolaire et sur leur temps scolaire, qui soit un outil pour les accompagner. Et quand je dis outil, c'est dans le bon sens du terme, qui soit là, qui soit en appui pour les accompagner, pour sensibiliser les jeunes sur la question des discriminations dont sont victimes les jeunes LGBTQI+. Alors, c'est un vrai sujet, qu'on soit sur le temps scolaire, sur leur temps scolaire, qu'on soit en quartier prioritaire de la politique de la ville ou pas, hein, dans n'importe quel type de lieu, qu'on soit en centre-ville, en périphérie. La question de la LGBT-phobie se pose, elle est prégnante, elle est souvent tue. Un certain nombre de jeunes sont victimes encore de discrimination, regardent leur orientation sexuelle et de leur identité de genre. Et pour nous,
à passeur d'image, puisqu'il y a une mention militante dans le projet qu'on porte, il est important d'œuvrer pour travailler sur ces questions-là et faire en sorte de faire évoluer le regard que les jeunes portent sur sur d'autres jeunes qui sont LGBTQI+, mais faire aussi évoluer le regard de la société. Et ça, c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble au quotidien. Il y a un certain nombre d'acteurs qui travaillent sur ces questions-là. Je salue au premier titre l'Inter-LGBT qui fédère au niveau national toutes les associations. L'Inter-LGBT, c'est pas seulement la marche des fiertés que vous voyez une fois par an peut-être sur votre téléviseur, mais c'est un certain nombre d'actions, de lobbying, de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire reculer la question des discriminations et faire avancer nos droits, les droits des personnes LGBTQI+. Alors, on a souhaité que cette journée, elle soit dynamique, elle soit interactive, elle mette au cœur la question du cinéma pour traiter cette question. C'est aussi important pour des jeunes LGBTQI+, d'être représentés, parce que d'être représenté, ça veut dire aussi exister et de ne pas être nié. Et j'avais trouvé les mots de Céline Sciamma lorsqu'elle a fait la promotion du portrait de la jeune fille en fleurs, en fleurs, je rebaptise le film. J'ai passé ma vie à aimer des films qui ne m'aimaient pas, qui me minoraient ou me méprisaient. Mais moi, je trouve que ça doit être un élément de la réflexion qu'on va porter ensemble. Souvent, effectivement, les représentations font qu'on est soit oublié, nié au sein de l'espace public, ou alors stigmatisé. Donc, je ne vais pas être plus bavard, parce que je suis très bavard. Je voulais remercier en premier lieu Jérôme Descamps et Frédéric Voulisé d'avoir accepté que cette aventure se poursuive au niveau national. Merci Frédéric et Jérôme. Peut-être que Jérôme, entre-temps, est apparu. Je ne vois pas Jérôme, mais sait-on jamais. Je voulais remercier tous les partenaires en Champagne-Ardenne, l'éducation nationale, le rectorat, qui ont aussi été très moteurs et qui ont été à l'origine de ce projet. Je voulais remercier le Centre national du cinéma et de l'image animée, qui nous soutient sur l'ensemble de nos actions et notamment sur celle-ci, le ministère de la Culture et la toute nouvelle direction de la démocratisation culturelle, et puis l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, qui soutient cette action. Voilà. Et puis plus près de moi, je voulais remercier mon équipe qui s'est donné corps et âme pour réaliser cette journée. Je voulais remercier Olivier Demey qui pilote le projet à passeur d'image, Santiago Hidalgo qui assure la coordination de l'ensemble des activités sur le hors-temps scolaire, et Anne de Micheli Filippi qui s'occupe de la communication et des événements à passeur et qui a suivi le projet. Voilà, je voulais remercier, mais Laurent aura l'occasion de s'exprimer, Laurent Bocahut du festival Chéri Chéri, parce que, comme je l'ai dit, on a imaginé aussi avec Laurent cette journée, et puis, comme ça s'est très mal passé avec Laurent, c'est très difficile de travailler avec cette personne, on s'est dit, on va reproduire, et on travaillera ensemble en novembre. Et je voulais remercier à double titre Clémence Zamora-Cruz, qui nous a fait l'amitié de participer à cette journée, plutôt cet après-midi. Voilà, l'après-midi, je la voudrais plus grande, qui va nous apporter son expertise précieuse. Je remercie Clémence parce que doit-on te présenter, ma chère Clémence, toi qui as tant œuvré pour la communauté LGBTQI+, et qui a tant fait pour faire reculer les discriminations dont un certain nombre de personnes au regard de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. C'est deux sujets qui conviennent de ne pas fusionner, mais c'est deux sujets importants, et combien d'actes transformes ont été encore commis en 2020, souvent tus, et c'est notre responsabilité collective de faire en sorte que ces actes reculent. Voilà, je voulais vous remercier, et je vais laisser la parole, je crois,
à Jérôme, mais avant, Hélène va nous expliquer toutes les subtilités de cet après-midi, et après, Jérôme apparaîtra. Bonjour, donc je suis Hélène Filippi de Micheli, donc chargée de communication au sein de Passeurs d'Images. Moi, je vais très rapidement juste vous présenter les 3 temps de cet après-midi. Donc, il y a un premier temps donc à 14 h d'ouverture de formation et présentation du projet. C'est un temps qui est en fait enregistré, qui sera ensuite valorisé sur le site de Passeurs d'Images, sur la page vraiment dédiée à la formation au kit LGBT. Donc, les intervenants vont prendre la parole. Et vous pouvez en fait poser des questions dans l'onglet questions qu'il y a à côté de l'onglet chat. Et je vais sélectionner donc quelques questions que nous poserons ensuite à la fin aux intervenants et qui y répondront. Donc on n'a pas énormément de temps pour ce premier temps d'ouverture de formation, mais on va essayer de faire remonter certaines de vos questions. Ensuite, il y a un deuxième temps à 15 h 30, un temps qui est un temps d'atelier. Donc, vous avez dû recevoir votre programme avec un lien de connexion vers l'atelier dans lequel vous êtes. Si jamais vous avez des problèmes de connexion à cet atelier, vous n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse, c'est hélène@passeurdimage.fr. Je vais l'écrire dans le chat tout à l'heure, donc pas de problème sur ce sujet. Et puis, il y a un troisième temps à 17 h 30 d'échange et de conclusion. Et on vous invite vraiment à rester jusque ce temps d'échange parce qu'il y aura une petite surprise. Voilà, je n'en dis pas plus. Bel après-midi de formation. Bon. Normalement, c'était à Jérôme de prendre la parole, mais en attendant qu'il puisse nous joindre, je vous propose d'intervenir donc moi d'abord et ensuite je lui laisserai la parole, si ça vous va, mes chers collègues intervenants. C'est parfait, Clémence, Santiago. Tu as un mélange entre les… Oui, je vois, ça ne sera pas un petit peu discriminatoire à cause de notre accent, à tous les deux? C'est ça, c'est exactement ça. Merci. Alors, donc je me présente. Donc, merci Patrick déjà de tes mots tout à l'heure. Donc, comme Patrick a dit, je suis coordinatrice des actions hors temps scolaire de l'association Passeurs d'Images. Et comme Patrick l'a dit, mais je tiens à le souligner, à Passeurs d'Images, nous sommes convaincus que l'éducation aux images doit contribuer à l'émancipation de toutes les personnes, de discrimination de tout type. Si vous voulez un exemple, je vous invite à regarder sur notre site internet les replays de nos rencontres nationales qui ont eu lieu en novembre 2020, dans lesquelles nous avons proposé beaucoup de contenus, mais notamment 2 tables rondes autour des questions de féminisme et cinéma et de la diversité à l'écran, dans lesquelles nous questionnons des concepts autour de l'identification, de la représentation et autres. Et pour moi, ça représente beaucoup ce militantisme, je peux dire, que nous avons autour de la question de l'éducation aux images. Les projets de kit qui va vous être présenté par Jérôme, et donc Patrick vous a un peu présenté comment nous sommes arrivés à lui, nous a semblé tout de suite, du coup, cohérent avec nos actions. D'un côté, par la qualité artistique de la sélection, et de l'autre, par la thématique et par les enjeux. Donc, en tant qu'association nationale, nous avons fait le choix de travailler sur un essaimage de kits sur tous les territoires français, dans l'Hexagone et les territoires ultramarins. Pour cela, nous comptons nous appuyer notamment sur le réseau de dispositifs Passeurs d'Images, qui est un dispositif d'éducation aux images qui travaille notamment avec les jeunes de 12 à 25 ans des quartiers politiques de la ville et autres territoires prioritaires pour des actions dans un cadre hors école, hors cadre scolaire. C'est pour ça que dans votre formulaire d'inscription, on vous demandait particulièrement si vous travaillez dans un territoire quartier politique de la ville ou autre. Vous pouvez trouver les coordonnées des coordinations du réseau Passeurs d'Images sur notre site internet. Je vous l'ai dit parce qu'ils peuvent être ressources, ils peuvent être appuis et en plus, ils auront des kits en plus si besoin. Donc, des clés avec des films si besoin pour travailler à nouveau sur ces films-là. Le réseau Passeurs d'Images a des liens et des sources communes avec l'éducation populaire. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si je cite Paulo Freire, donc un pédagogue latino-américaine, pour qui personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul. Les gens s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde.
le cinéma est potentiellement beaucoup de choses, mais une des choses que le cinéma peut être, c'est miroir du monde. Et je profite pour dire que les salles de cinéma nous manquent pour pouvoir se regarder ensemble dans ces miroirs. Et aussi, donc, en continuant à citer Paulo Freire, nous allons donc s'éduquer ensemble aujourd'hui. C'est ce que nous vous proposons dans cet après-midi, parce que ensemble, on va construire de nouvelles ressources que nous souhaitons soient adaptées à vos besoins, aux changements sociétaux qui sont intervenus depuis 2017. Donc, c'est le moment dans lequel les premiers kits qui vous sera présenté par Jérôme a été imaginé. Et surtout, ces ressources seront aussi adaptées aux jeunes avec qui vous êtes en contact. Donc, c'est notre idée de cette journée des formations. En réalité, on va s'éduquer ensemble. Pour cela, donc, mon collègue Olivier va vous parler tout à l'heure sur quels sont les types de ressources qu'on peut imaginer. Mais nous souhaitons également vous demander vos retours de terrain sur l'utilisation du kit. Une fois vous l'aurez donc testé avec vos jeunes, on vous demandera de nous faire un retour. J'insiste sur le fait que ce kit doit être utilisé. Nous avons eu beaucoup d'inscriptions. On a dû en refuser les inscrits pour l'instant. On verra qu'est-ce qu'on pourra proposer par la suite. Mais en tout cas, pour ces premières journées, tout était complet. Le nombre de kits qu'on avait édités est fini. Donc, convenez avec moi que ça serait les combles que ces films restent dans un tiroir ou avec un très mauvais jeu de mots dans un placard. Donc, s'il vous plaît, utilisez-les, montrez les films, parlez à vos collègues, utilisez-les avec les jeunes avec qui vous travaillez. Et dites-nous par la suite qu'est-ce que ça donne. Donc, testez les films, testez les ressources qui vont ressortir à partir de cette journée d'aujourd'hui. Et ensuite, parlons-nous-en. Pour cela, on va vous envoyer un lien avec un petit questionnaire à nous retourner après. Je sais que des fois, c'est un peu contraignante de répondre à ce type de questionnaires. Je vous assure qu'on a travaillé pour que les questions soient très pertinentes en action de terrain et pour que ça soit le plus facile des remplissages de votre part. Ça nous aide beaucoup à adapter nos propositions de ressources et que ça soit de façon évolutive, les plus proches possibles du terrain. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et si Jérôme est déjà là, je lui laisse la parole. Et sinon, je laisse la parole à mon collègue Olivier. Alors, est-ce que Jérôme, j'allais dire, est-ce qu'on va voir enfin Jérôme dans le miroir? Je ne reprendrai pas l'expression originale de Santiago sortie du placard. Donc, je vais pas. Jérôme, es-tu là? Non, toujours pas de Jérôme. Donc, Olivier va allumer son micro et on va passer la parole à Olivier. Ouais, Jérôme a un petit peu de mal à nous rejoindre. C'est vrai qu'il avait une matinée chargée où quand on faisait les essais, lui était voilà. Enfin, donc. Non, mais on dira à Jérôme qu'à son âge, en fait, on sait qu'il y a des petits soucis avec l'informatique, Jérôme. Oui, et puis j'en profite pour rappeler que normalement, initialement, c'est aussi une journée qui devait être faite en présentiel. Donc ceci expliquant cela, on avait quand même une urgence qui nous tenait à cœur de vous diffuser les kits et de mettre en route toute la machine pour que vous puissiez avoir le matériel, qui était que voilà, on avait en tête que autour du 17 mai, vous avez été plusieurs à nous dire que le 17 mai, qui est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, était un événement fort pour vous. Vous êtes nombreux à profiter de cette journée, de ce coup de projecteur pour mettre en place des ateliers auprès des jeunes, des publics dont vous avez la charge. Et donc, on s'est dit, en voyant les dates du projet qui reculait, qu'il fallait impérativement qu'on accélère la machine et qu'on vous donne la possibilité d'avoir en main le kit complet, les ressources en ligne sur lesquelles on va travailler tout à l'heure en atelier, plus particulièrement les films pour pouvoir vous projeter sur effectivement des séquences avec vos publics pour travailler cette question à partir du cinéma. Donc voilà, c'est vrai que cette question est une question forte pour le cinéma parce que c'est une question de regard, de point de vue, d'acceptation de l'un et de l'autre. Et donc, c'est aussi ce qui nous a plu dans le projet du kit cinéma. En voyant le kit tel qu'il était pensé, avec un travail
film par film, on s'est dit qu'il y avait une dimension que nous, on pouvait apporter. Donc, déjà, une première dimension qui était de diffuser ce kit-là à une échelle plus large que la Champagne-Ardenne où était né ce projet. Et d'ouvrir aussi peut-être à d'autres publics, parce que Jérôme vous en dira un mot quand il arrivera, mais la genèse du projet a été pensée dans un aller-retour entre les associations LGBT, la structure de Jérôme qui est spécialiste sur la médiation, notamment autour du court-métrage, et des enseignants de lycée. Voilà, de se mettre autour de la table, de créer ce kit avec les différentes étapes. Et donc, en construisant ce kit, les enseignants se sont formés au kit, se sont formés au film, ont vu comment les aborder, et on s'est dit que ce qui était important pour accompagner ce kit-là, c'était de mettre en place effectivement un temps de rencontre et de médiation pour que ceux qui n'ont pas parcouru ce chemin de construction du kit et donc de compréhension en profondeur de ce qu'on pouvait faire sur chaque film, sortent à la fin de cette journée avec quand même la possibilité de s'approprier le kit et de le développer à leur façon sur leur territoire et auprès des publics dont ils sont les spécialistes. Donc voilà, l'objet de ce kit. Nous avons envie de prolonger également ce kit par des ressources nationales. Donc, pour ceux qui l'ont déjà reçu, puisqu'ils ont été envoyés, vous avez vu qu'on a travaillé sur un répertoire national en repérant région par région, département par département, quand c'était possible, les structures ressources avec lesquelles on peut travailler, et notamment une entrée très forte qui nous avait été donnée par Jérôme et le kit originel, qui était de s'intéresser aux associations qui ont un agrément éducation nationale. On l'a ouvert également aux associations qui ont un agrément jeunesse et sport pour intervenir auprès des publics. Donc ces associations-là sont vraiment des associations ressources auxquelles on peut, avec lesquelles on peut vraiment monter des projets et imaginer des interventions auprès des jeunes sur les questions LGBT et les LGBT-phobies. Donc voilà, nous avons la volonté de garder une traçabilité de ce qui va se passer avec ce kit, c'est très important. Donc de vous inviter à, au moyen d'un formulaire, nous faire remonter les actions que vous aurez pu mettre en place avec ce kit, que ça soit l'application vraiment des propositions d'accompagnement film par film qui sont faites par la pellicule, ou alors même pourquoi pas d'autres formes d'utilisation du kit ou de déploiement ou de multiplication, mais que surtout on ait un retour et qu'on puisse mettre en commun cette matière sur la plateforme Passeurs d'images. La plateforme d'images, c'est aussi un endroit où toutes les références ou voilà enfin, ce que vous maîtrisez, les kits pour aborder ces questions-là que vous pratiquez, que vous connaissez, les rapports sur la question, etc. Enfin, toutes les ressources aussi filmographiques, bibliographiques. Voilà, on va se charger de les collecter. Tout ce qui sera évoqué durant cette journée se retrouvera ensuite sur le site de Passeurs d'images et deviendra un outil à votre disposition. De la même façon, nous ferons, vous aurez le filmage de ce début d'après-midi, les comptes rendus des ateliers
et toutes les perspectives que nous imaginerons ensemble à partir de 17h30 autour de la suite à donner à ces actions. Voilà, préparez votre liste au Père Noël et puis on se chargera de travailler dans ce sens-là pour créer un espèce de réseau qui se sera formé des volontés et des envies de toutes les personnes ici présentes aujourd'hui. Olivier, je crois qu'en parlant du Père Noël, je crois que Jérôme est enfin connecté. Jérôme. Ça demande peut-être une petite manipulation de la part d'Hélène pour le faire monter sur scène, comme on dit. Il va apparaître. Oui, c'est bien le cas. Voilà. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est toi, Jérôme, là-bas dans le noir. C'est ça. Je suis revenu de Hollywood, ça y est. Tu étais au théâtre, Jérôme, tu étais au cinéma en fait. Avoue-nous tout. J'aurais bien aimé. On est ravis, Jérôme, que tu sois enfin avec nous. Ravis. Moi aussi. Parce que c'est une aventure commune dont tu es à l'origine. Je l'ai rappelé en entrée de formation. Je ne sais pas si tu as pu nous entendre, mais en tout cas, non, tu n'as pas pu nous entendre. En tout cas, voilà, je voulais te remercier devant tout le monde, tous ces professionnels qui sont réunis, parce que cette belle aventure, elle a pris naissance dans une chapelle, je crois, en Champagne-Ardenne, lorsque vous aviez proposé une formation, vous, le Black Maria, et on s'est dit autour d'un repas que ce serait formidable de la prolonger au niveau national. Donc, j'ai expliqué un peu à tout le monde la naissance du projet au niveau national, mais écoute, voilà, on te passe le témoin pour que tu puisses nous présenter un peu ce projet de Quai de Cinéma, les films ces films magnifiques, le processus de choix des œuvres et le travail que vous avez réalisé avec les producteurs. Voilà. À toi, Jérôme. Merci Patrick, merci à Olivier, merci à Passeur d'Images et évidemment bonjour à toutes et bienvenue. Je suis vraiment confus, je vous prie de m'excuser. Voilà, c'est ça la technique. De temps en temps ça marche super et puis de temps en temps on ne sait pas pourquoi ça bug. Donc merci à l'association Passeur d'Images d'accueillir ce projet qui effectivement est un projet du Black Maria. Le Black Maria, c'est le pôle régional d'éducation aux images de Champagne-Ardenne. Et donc, on a fait tout ce travail avec l'équipe pour en fait s'intéresser d'une manière plus générale à tout ce qui est les entrées sur la discrimination. Nous, en tant qu'association, parce que je vais juste me présenter brièvement, je suis réalisateur et j'ai aussi, j'anime une association qui s'appelle La Pellicule Ensorcelée. Vous allez la connaître parce qu'en fait, pour l'instant, les liens des ressources vont vous emmener sur la pellicule pour l'instant. Et cette association, donc, c'est mis en duo avec Télécentre Bernon à Épernay pour créer ce pôle régional d'éducation aux images. Et depuis un certain temps, on fait ce travail que vous faites sans doute. J'ai regardé la liste des gens qui sont présents cet après-midi, c'est-à-dire le travail d'essayer de faire en sorte que le cinéma nous aide à nous rassembler, à échanger sur les sujets qui nous préoccupent tous, et notamment donc évidemment les lycéens, puisque ce kit contre les LGBT-phobies est fait avant tout pour les lycéens. On a été très sensible évidemment à tous ces thèmes de discrimination qui nous sont, puisqu'on va beaucoup sur le terrain comme la plupart d'entre vous, et à partir de là, on a commencé à formuler cette idée de donner des outils simples et qui mettent en avant d'abord le cinéma, parce que c'est ça qui nous a d'abord et avant tout guidés, c'est que le cinéma est une révélation, le cinéma est un choc, et donc passons par le cinéma pour faire en sorte que la parole se délie, et faire en sorte aussi que par le phénomène de se mettre à la place du héros, ou en tout cas faire en sorte que le héros, l'héroïne, tout d'un coup, son destin, qui n'est pas le nôtre, peut nous parler. Et à partir de cette identification au personnage principal, on s'est dit que c'était un bon moyen justement d'aborder certaines questions qui nous importaient. Donc on a commencé, c'est le début en fait de notre aventure avec le Black Maria et avec d'autres et avec Passeur d'Images sur ce grand thème large des discriminations sur les LGBT, parce que
on va dire depuis, je pense surtout depuis sans doute depuis l'épidémie de SIDA, le court métrage est un art de jeunesse et où les réalisatrices et les réalisateurs ont à cœur de former une œuvre. Et à partir de là aussi, on a vu arriver, que ce soit à l'Agence du court-métrage, au Festival de Clermont-Ferrand, dans la plupart des festivals de France, des films dont la problématique était, et se transforme d'ailleurs depuis les années 80, les LGBT-phobies, le coming out, enfin énormément de thèmes qui ont à voir avec la vie en commun et comment effectivement. Là, vous allez voir les films, enfin, peut-être les avez-vous déjà vus d'ailleurs, dans 10 films, faire un parcours avec plusieurs entrées, plusieurs questions, on espère plusieurs émotions de cinéma. Et donc, on s'est dit, rassemblons tout ça pour faire que ces 10 films-là soient l'occasion d'échanges et soient l'occasion aussi de parler à la fois de cinéma, et de parler plus largement d'un thème qui sont là, pour le coup, les LGBT-phobies. Voilà, ça c'était la première énergie de ce kit. Et comme notre entrée, c'est d'abord le cinéma, on avait à cœur qu'il y ait les principaux genres du cinéma. C'est-à-dire que vous allez retrouver de la fiction, de l'animation et du documentaire. Puisque vraiment... ça nous importait de passer par ce choc-là et par le langage cinématographique. Donc, dans toutes les explications ou l'atelier que vous allez faire cet après-midi, enfin tout de suite après, c'est l'une des premières entrées en fait. L'entrée, c'est comment ça m'est raconté, qu'est-ce que c'est que cette histoire et comment elle se déploie. Quels sont les outils qui sont mis en place. Et avec chacun de ces films, vous allez pouvoir déjà entrer dans l'histoire du cinéma, dans la fabrication du cinéma. Et c'est le cœur aussi de notre réflexion. C'est de donner de beaux outils pour parler de cinéma de la même façon que ce soit des longs métrages ou des courts métrages, peu importe, ce langage-là est absolument commun. Et c'est la première énergie, en fait, qui nous a poussé. La seconde, c'est effectivement, Patrick me demandait comment ça s'est concrétisé. En fait, ça s'est concrétisé autour du rectorat de Reims, puisqu'on a réuni, en fait, 25 professeurs. Il y avait aussi une infirmière, il y avait des conseillers pédagogiques, et à qui j'ai proposé... alors, je crois en projection, on a projeté 30 films au cours d'une journée bien remborative. Et à partir de là, donc, on a eu des discussions sur les films proposés. C'était des films essentiellement donc courts. Le plus long fait, je crois, 34 minutes, ce qui est quand même déjà long parce que on a eu beaucoup de réflexions dans notre travail de terrain et vous avez sans doute croisé ce genre de réflexion. Un cours dure 50 minutes et d'où le casse-tête de décortiquer les films. C'est pour ça qu'on se disait que les courts-métrages sont un outil formidable parce que ça vous donne vraiment l'idée que du générique du début au générique de fin, vous avez une narration complète. Donc vous pouvez aborder toutes les questions de narration. Comment effectivement on fait progresser un récit, comment la musique ou pas intervient, quelle est la nature des dialogues, etc., etc. On a une construction filmique pleine et entière. Et à partir de là, donc le débat avec ces 25 professeurs s'est engagé. Et puis vous connaissez sans doute ça, c'est un processus d'élimination, a commencé à se mettre en place. Et on a essayé donc de se dire, tiens, de la seconde et la terminale, si un professeur, une documentaliste prend en charge ce kit, est-ce qu'il y a une progression possible? Tiens, on peut aborder le cinéma d'animation, on peut aborder la question du genre. Voilà, il y a différents points de vue et niveaux de lecture. Et c'est comme ça qu'on est arrivé donc à réduire cette liste et à choisir donc ces 10 films
Et après, donc, le travail a commencé. Alors, c'est un travail d'abord de lien avec les maisons de production. Vous savez que dans le processus, j'ai vu dans la liste que tout le monde, grosso modo, a des liens avec le cinéma dans cette noble assemblée qu'on ne voit pas. Alors c'est très bizarre, mais donc vous avez tous des liens avec le cinéma, donc vous savez très bien qu'on passe du scénario à la maison de production, donc de l'idée d'une réalisatrice ou d'un réalisateur, on arrive assez vite avec une maison de production à porter le projet ensemble. Nous, à partir de là, on a donc négocié des droits. Alors je ne sais pas si ça vous a été redit. Je suis vraiment confus d'être arrivé avec d'avoir été coincé dans la salle d'attente. Donc les droits sont libres, sauf évidemment quelques petites choses à respecter. Un, ne jamais mettre ces films sur Internet, même s'ils y sont. Ben, s'ils y sont, laissez-les. Mais nous, en tout cas, venant du Black Maria et venant de passeurs d'images, nous n'avons pas le droit de mettre ces films sur Internet, sur quelque réseau que ce soit, même si ce sont des réseaux internes. Ne pas prêter les films, ici ce n'est, dans votre cercle, c'est-à-dire la communauté éducative, les associations d'éducation populaire. Voilà, ça ne sort pas de ce cadre-là. Et toujours pour des séances gratuites. C'est bien l'accord que nous avons avec ces maisons de production, qui en plus ont tous été très enthousiastes, même quand elles étaient à l'étranger. Ils nous ont envoyé des documents, ils nous ont vraiment encouragé la fabrication de ce kit. Donc je voudrais pas que d'une certaine manière on les trahisse en allant en ne faisant pas ce qui est prévu dans notre contrat. Et à partir de là, vous pouvez les diffuser autant de fois que vous voulez, devant autant de public que vous voulez. Ça peut être seulement les élèves, ça peut être les élèves avec les parents, ça peut être des adhérents des associations. Voilà, tout est absolument possible avec ce kit. Et voilà. Tu m'avais posé sans doute une autre question, mais j'ai pas fait. Je crois que j'ai pas noté. Alors, je n'ai pas noté, mais je crois que tu as à peu près répondu à toutes les questions que j'avais posées. J'avais posé la question du processus de choix des œuvres. Mais... Oui, alors voilà, donc c'est ça. Et alors, ce que vous allez trouver, et vous allez le voir dans l'atelier, mais ce que vous allez trouver comme fiche pédagogique, puisqu'à chaque fois il y a une fiche pédagogique, il y a 2 entrées en fait dans notre site internet, tout cela évidemment gratuit. Une fiche pédagogique qui a été rédigée par un professeur de l'académie de Reims, qui a pris en charge en fait un des films et donc qui vous délivre quelques conseils, quelques idées d'ateliers, de mise en commun avec les élèves. Il y a toujours 2 parties à la fiche pédagogique, une partie qui est plus quels sont les liens à tirer entre les matières sur les thèmes de société, et une partie qui est plus vraiment sur le cinéma et le langage cinématographique. Et puis vous allez trouver aussi de manière gratuite, et ça vous allez le voir bientôt, si vous l'avez pas déjà fait, des dossiers qui sont les dossiers techniques et artistiques que nous ont remis les réalisateurs, réalisatrices et les maisons de production. Là, Jérôme, tu évoquais aussi le partenariat avec avec l'éducation nationale, avec l'Académie de Reims. Ça a été fondateur dans le projet du kit. Et je crois qu'Isabelle Mathieu est parmi nous. On va lui proposer de venir nous rejoindre pour dire quelques mots. Bonjour. Bonjour, Madame Mathieu. Oui, je vous remercie. Alors, j'interviendrai très très peu puisque en fait, je suis arrivée au moment où le projet était déjà sous clé, puisqu'il était sous format d'une clé USB qui m'a été remise. Mais voilà, c'est avec un grand plaisir que j'ai rencontré Monsieur Descamps, puisque pour tout vous dire, je suis chargée de mission égalité et filles garçons et LGBT au rectorat de Reims. Et je tiens à souligner que c'est grâce au dynamisme de l'ancienne rectrice, Madame Insel, qui a apporté de multiples projets, dont celui de me proposer cette mission, parce que je suis en mission à temps plein, sur l'égalité des garçons et les LGBT. Donc, c'était très intéressant pour moi, puisque je suis en fait à l'intersection entre les établissements et puis
les envies de projet et les associations. Et donc, c'était intéressant de voir ce kit mis en place et de pouvoir l'accompagner dans son déploiement et de pouvoir voilà, solliciter Monsieur Descamps. Alors, je l'ai sollicité pour présenter justement sous ce format, mais qui n'a pas eu énormément de succès en ligne, le kit, parce que moi, je le trouve extrêmement bien fait. Il est vraiment très riche. Et c'est vrai que, enfin, voilà, il est impressionnant de par la qualité des films qu'il propose. Et puis, il y avait eu cet énorme travail qui a vraiment été bénéfique, puisque pour rester dans le cadre de l'enseignement, on a toujours besoin et d'un support, bien sûr, de très grande qualité, comme c'est le cas, mais aussi de guides pédagogiques pour nous raccrocher au programme. Et c'est vrai que le travail des enseignants qui ont été sollicités avait été vraiment performant, puisqu'ils ont proposé des pistes pédagogiques pour s'approprier la lecture des images et puis aussi pour raccrocher ces films à l'EMC, aux luttes contre les discriminations, traitement des stéréotypes, etc. Donc voilà, donc c'est avec un réel plaisir que je ne peux que souligner le travail qui a été réalisé effectivement au sein du rectorat, et j'espère que ce sera envisageable de le déployer sur plus d'établissements. Nous, je pense qu'on poursuivra cette dynamique parce que les établissements ont besoin d'être accompagnés du fait qu'il s'agisse d'œuvres d'art qui traitent de cette thématique et ils ont besoin de compréhension. Mais ça fait partie de toutes les ressources qui peuvent être mises à disposition des établissements, comme peut l'être l'exposition qui a été déployée par le MUNAE tout récemment, comme peuvent l'être d'autres supports. Donc vraiment, je fais la promotion et j'accompagnerai encore avec un grand plaisir Monsieur Descamps. Et donc là, je viens en fait participer parce que je ne connais rien, moi, aux images. Ben, c'est parfait. Donc merci à vous. Mais merci surtout à vous. Je me permets juste une petite question qui pourrait être utile pour l'ensemble des participants. Vous nous dites que vous êtes chargé au sein du rectorat des dossiers égalité filles-garçons et de la lutte contre LGBT-phobie. Est-ce qu'au sein de chaque rectorat, vous avez des homologues Alors, c'est pour ça que je soulignais effectivement et que j'ai redonné le nom de notre ancienne rectrice, Hélène Ilsel, parce que effectivement c'est grâce à elle que j'ai été. On était très peu au moment où je suis arrivée en 2019 à être aussi chargée de mission LGBT. Je pense qu'il y a un mouvement qui est créé au sein des académies où il nous a été demandé de créer non pas une charge de mission mais un observatoire. Donc voilà, on est assez en avance par rapport à cela. Donc je suis ravie et sollicitée parfois par la DGESCO. D'accord. Oui, grâce à elle, vraiment, je pense que le rectorat de Reims est, alors peut-être pas à la pointe, hein, on a des problématiques qu'il faut qu'on traite, mais par exemple, ça nous a permis de déployer un guide pour l'accueil des élèves trans dans les établissements. Moi, j'avais besoin de ce guide puisqu'on est de plus en plus confronté à peut-être une incompréhension de la part des établissements dans la reconnaissance des élèves qu'ils ont au sein de leur établissement. Donc, on a créé un guide avec comme relecteur Monsieur Arnaud Alessandrin, qui est universitaire à Bordeaux et qui traite qui est chercheur sur ces questions-là. Je pense que grâce à cette mise en place, on a pu commencer à travailler sur des dossiers et pouvoir proposer des ressources. Et donc, on propose des modules de formation, des formations, notamment avec l'association Execo, autour du photolangage, par exemple. Enfin, voilà. Pour les personnes, d'ailleurs, qui s'y intéresseraient, qui souhaiteraient plus de renseignements, je suis tout à fait preneuse parce que je travaille beaucoup en réseau avec les associations et les structures. Donc, n'hésitez pas. Hein. Je peux laisser mon mail et puis, voilà, on peut tout à fait dialoguer sur ces questions-là. Oui, parce qu'il y a une personne qui dit ça l'intéresse le photolangage. Donc, c'est aussi un outil de déconstruction des stéréotypes. Donc, je vous enverrai bien sûr les références. Les références sont, on en parlera tout à l'heure dans les ateliers, mais les références sont sur le site internet de la pellicule ensorcelée. Il y a des références et notamment évidemment il y a le travail sur le photolangage. Et puis effectivement vous avez cité l'association Execo
et je ne saurais trop les remercier encore et encore parce que en fait eux aussi étaient partie prenante du choix des films. C'est une association donc qui travaille surtout au rassemblement de cette communauté et aussi à l'information. Et notamment, c'est une association qui est agréée par l'Éducation nationale. Donc, il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait, enfin, qui est fait par l'association Execo dans la région Champagne-Ardenne, justement, d'intervention au milieu scolaire. Et il y en a un peu partout. Et je crois qu'Olivier, justement, vous parlait tout à l'heure de l'ensemble de ces ressources régionales. Et c'est bien de les faire toutes converger pour se dire, mais de se battre contre le fait qu'il se passe jamais rien ou on ne sait rien, etc. Ben non, là, il y a vraiment des gens qui travaillent sur le terrain depuis de nombreuses années, et donc de mettre en valeur tout ce travail-là et de les interpeller, bien sûr, parce qu'ils sont toujours prêts à intervenir sur le terrain. Alors, comme on a pris un peu de retard, je vous propose qu'on poursuive avec un duo composé de Laurent et d'Olivier. Juste sur la question du genre, si vous vous intéressez à ce sujet-là, je vous conseille aussi de solliciter Clémence Zamora-Cruz, qui a fondé une association qui s'appelle Au-delà du genre et qui est avec nous cet après-midi et qui travaille depuis très longtemps sur ces sujets-là. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Mathieu, pour votre intervention. On va passer la parole à Olivier et Laurent. Oui, donc voilà, je voulais profiter de cette journée-là pour vous présenter Laurent Bocahut, qui est une belle rencontre que nous avons faite grâce à Jérôme. Effectivement, quand on imaginait le rendez-vous à vous donner pour prendre en main le kit et se faire une formation, on s'était dit, du côté du cinéma, ça serait formidable que ça soit en immersion dans un festival avec quelque chose, surtout dans le contexte qui était celui d'alors, il y a quelques mois, quelque chose qui soit tellement fort, qui rende indispensable l'envie furieuse de venir à Paris et de se rencontrer en vrai pour partager quelque chose du cinéma et des expressions LGBT au cinéma. Alors, on s'est rapproché du festival Chéri Chéri, on a rencontré son directeur artistique, donc Laurent Bocahut, et voilà, le confinement, le reconfinement sont arrivés, le festival a été décalé, n'a pas pu avoir lieu au mois de novembre, ni ensuite au mois de janvier. Et donc, voilà, il va vous dire un mot du festival, mais nous gardons de toute façon en tête l'idée que le moment de festival soit un moment où nous puissions faire une ouverture un peu officielle, enfin une présentation officielle du kit, de tout le travail souterrain qui est lié au kit, qui a été évoqué par Jérôme, que vous allez mettre en place à partir du kit, et peut-être d'inventer quelque chose qui arriverait après. Qui soit un point d'étape autour du kit où on puisse déjà présenter quelques premières expériences de travail à partir des films avec les jeunes, avec les élèves, faits par des médiateurs cinéma, des profs, des éducateurs, des profs de lycée, mais aussi, comme c'est un petit peu notre ADN aussi, des profs de collège, parce que les grands collégiens, à notre avis, peuvent déjà accéder à un certain nombre de films du kit et sont déjà se posent beaucoup de questions autour de cette question des LGBT phobie. Donc voilà. Et aussi peut-être que du côté de la création artistique, que ça soit aussi l'occasion de faire une espèce de table ronde sur les questions transversales, celle de la médiation de ces questions auprès des jeunes, mais aussi de leur écriture, de comment on pense au public jeune quand on produit des films. Et là, on a encore beaucoup de choses à inventer avec le festival Chéri Chéri. Laurent, je te passe la parole. Bon, écoute, merci Olivier de cette présentation tout d'abord, et puis merci à tous, Jérôme aussi, que je connais depuis très longtemps parce qu'on est de la même région, et donc on s'est rencontrés à sa fête du bac.
Moi, je n'avais pas encore l'âge de passer le bac. Hein. Mais bon, voilà, à cette époque-là, on ne savait pas qu'on allait faire cette petite voilà, expérience ensemble, en tout cas. Voilà, nous en sommes là. Alors oui, pour la furieuse envie de venir à Paris, on est désolé, c'est pas exactement ça en ce moment. On a surtout l'envie furieuse de fuir Paris, mais moi j'y suis. Voilà, donc je vous parle depuis Paris pour vous dire un petit peu ce qu'est le festival depuis donc 94. En fait, on a commencé le festival qui au départ s'appelait le Festival du film gay et lesbien, dans cet ordre-là et avec cette terminologie-là et point barre. C'était à l'époque, aujourd'hui effectivement ça a beaucoup changé et puis surtout ce festival ne s'appelle plus le Festival du film gay et lesbien mais s'appelle Chéri Chéri parce qu'effectivement c'était aussi dans l'idée de s'ouvrir beaucoup plus. Alors à la création en 94, Jérôme le redisait effectivement dans cette période, cette magnifique période, il y avait quand même l'épidémie VIH-Sida qui frappait très fort. Et moi, je me souviens qu'effectivement, nous avions tous des carnets d'adresses absolument vermoulus, avec beaucoup de gens qui disparaissaient. Et nous avions ressenti à plusieurs l'envie, le désir, l'urgence, j'allais dire, d'avoir une mémoire et de montrer des films qui nous représentaient, qui permettaient aussi de faire une passation, parce qu'on se disait que nous étions tous LGBT et très souvent enfants de familles non LGBT, et qu'effectivement, nos parents n'avaient pas toujours les moyens de nous éduquer. Comme quoi, la question se pose aussi en revers. On se dit souvent qu'effectivement, enfin bref, voilà. Donc c'est une façon aussi de remettre les choses un petit peu dans l'ordre, donc que nous avions besoin de nous faire notre éducation. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, on arrive à l'adolescence et on est un petit peu perdu en tant qu'LGBT parce que, voilà, on n'a pas été éduqué dans cet esprit-là. Il faut donc tout remettre à plat, recommencer, se reconstruire. Donc d'abord tout déconstruire et ensuite se reconstruire. Et je pense que pour ça, l'image, comme Jérôme le disait, comme Olivier le disait, comme nous le disions tous ici, je pense que l'image et le cinéma, évidemment, est très, très utile. Parce qu'on peut se projeter dans une existence qui n'est pas obligatoirement la nôtre, qui est celle qui est sur l'écran, celle des héros, des héroïnes qui sont sur les écrans, qui sont des situations qui ne sont pas celles auxquelles on est habitué, mais qui pourraient le devenir. Et ça nous permet effectivement de faire notre éducation avec une vraie expérience à travers ces images. Donc ça, c'était un petit peu le point de départ sur le festival. On avait vraiment envie de faire ça ensemble. On était un collectif de garçons, de filles, d'homos, d'hétéros, entièrement mélangés d'ailleurs, mais surtout des gens qui s'intéressaient vraiment à l'image et à ce que l'image permet de faire passer. Donc c'était vraiment cette idée de se retrouver comme aujourd'hui finalement autour du cinéma et autour de cette expérience qu'on a devant un grand écran, de se retrouver en face voilà, de destinées qui ne sont pas les nôtres et dans lesquelles on va pouvoir se projeter. D'ailleurs, je voudrais juste donner une petite anecdote. Au début du festival, on était donc hébergé par l'American Center, qui est devenu d'ailleurs, enfin le local aujourd'hui est devenu la Cinémathèque. Mais donc on a fait les débuts de cet American Center que l'on connaît maintenant sous forme de Cinémathèque. Et donc pour les premiers festivals, on travaillait avec la chargée de presse de l'American Center, donc qui était plutôt habituée à l'art contemporain, à des expositions et qui n'était pas habituée à faire la communication autour d'un festival de films et encore moins de films LGBT. Et j'avais trouvé ça très intéressant de toute façon dans ces échanges, et c'est toujours notre idée d'ailleurs au festival, c'est de ne pas être renfermé sur nous-mêmes, mais bien au contraire d'être ouvert sur tout le reste de la société. Comme je le disais à l'époque, et je continue à le dire, lorsqu'on sera plus de 70% d'hétérosexuels au sein du festival, on pourra dire que le travail est fini et qu'on peut passer à autre chose. Mais là, donc, avec cette chargée de communication de l'American Center, c'est intéressant. Elle avait regardé les films pour pouvoir effectivement en parler auprès de la presse. Et au bout d'un moment, dans nos échanges qui étaient très libres, elle m'avait dit, tu sais, Laurent, en fait, c'est très compliqué pour moi de regarder ces films parce que je n'arrive pas à m'identifier aux personnages de ces films. Je n'arrive pas à m'identifier dans ces images, dans ces histoires. Et particulièrement quand c'est des femmes à l'écran, j'ai encore plus de difficultés que quand c'est l'histoire des hommes. Et moi, j'étais totalement tombé des nues parce qu'effectivement, je trouvais ça incroyable. Moi qui avais l'habitude depuis toujours de m'identifier, peu importe quel était le personnage principal du film, qu'il soit LGBT ou pas, je rentrais dans son histoire sentimentale, je rentrais dans ses émotions et effectivement, je partageais son expérience totalement de plein pied. Et donc, je trouvais ça extraordinaire alors que moi, effectivement, ces films me faisaient un
beaucoup de bien, parce qu'effectivement, me permettait de me construire. Pour elle, pour cette femme, ça ne marchait pas. Elle n'arrivait pas à rentrer dedans, il y avait un blocage, particulièrement quand ça concernait son genre, et donc effectivement, elle ne pouvait pas se projeter dans cette sexualité ou cet amour, cette existence autre. Donc ça, c'était au début du festival, et je pense que c'est toujours le cas avec le festival. On essaie effectivement de sélectionner des films qui parlent au plus grand nombre, l'idée n'étant pas de rester entre soi. L'idée étant, comme dans le kit d'ailleurs, d'avoir effectivement des fictions, des documentaires, de l'animation, d'avoir vraiment tous les genres confondus. Parce que je pense vraiment qu'avec le festival, c'est un petit peu ça l'idée aussi, c'est de se faire croiser des publics qui ne se croiseraient pas obligatoirement. Bon, bien sûr, au festival, il y a le public des garçons et le public des filles, avec des films homo de garçons gays, où effectivement on va plutôt trouver des hommes, et des films homo de lesbiennes, où on va plutôt trouver des femmes. Mais malgré tout, il y a de plus en plus, et ça, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qu'on essaie de faire, un mélange, et aussi, bien sûr, surtout, de plus en plus une ouverture sur un monde hétérosexuel qui vient aussi au festival et s'y retrouve. Ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment le changement de titre donc de Festival du film gay et lesbien à Chéri Chéri, et aussi cette ouverture. C'est-à-dire que pour nous, l'idée, c'est vraiment de faire un festival pour tout le monde, avec cette capacité de dialoguer, d'échanger, de libérer la parole, de savoir que on peut dire des bêtises entre nous, on peut plaisanter, du moment qu'effectivement on est dans le cadre de cette bienveillance, et c'est un petit peu notre critère toujours de sélection des films d'ailleurs. Quand on nous demande qu'est-ce que c'est un film LGBT, c'est ce qu'on dit en tout cas, c'est qu'effectivement pour nous il y a une qualité de bienveillance. On va pas passer effectivement des films où il y a un sentiment qui, pour nous, en tant qu'LGBT concernés, on va se retrouver devant des films qui sont heurtants, difficiles, confrontants et qui ne vont amener nulle part. Ça, c'est toujours le critère. Et donc, c'est la même chose, effectivement, dans le kit que vous avez entre les mains. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on retrouve effectivement cette qualité de film qui aide à libérer de la parole, qui aide à discuter, échanger, ouvrir les thématiques pour que chacun puisse s'y retrouver. Voilà, donc vous pourrez retrouver plein de choses sur le festival sur notre site, bien sûr, chéricheri.com. Vous aurez toutes les informations des précédentes programmations et de voir un petit peu le genre de film qu'on présente. Et juste, je profite de ton intervention, Laurent, pour faire une précision concernant l'usage du kit. Jérôme en a déjà parlé concernant les films. Quand nous évoquons une séance qui se passe dans le cadre de Chéri Chéri, de présentation du kit et donc de diffusion des films du kit, il est important que vous ayez en tête que nous avons renégocié les droits spécifiquement auprès des ayants droit pour cette projection, parce que les droits que nous avons négociés attachés au support de la clé USB et des films du kit ne prennent pas en charge, ne vous permettent pas et ne nous permettent pas non plus de faire une projection au public de ces films. Voilà, elles nous permettent un droit d'usage pédagogique, comme le rappelait Jérôme, dans le cadre d'un groupe identifié qui va travailler sur ces films, approfondir des choses avec un référent éducateur. Et bien évidemment, dans l'idée de le présenter au tout public, ça veut dire que nous avons renégocié film par film les droits auprès des distributeurs. Parfois, nous payons une location du film, notamment si c'est un film qui est à l'agence du court-métrage. Voilà, c'était important de repréciser ces choses-là parce que c'est un outil qui est, par exemple, très intéressant pour les médiateurs cinéma. Je pense à eux particulièrement. On est toujours à la recherche d'outils quand on a une fonction de médiation dans une salle de cinéma. Mais par contre, c'est vraiment pour un travail avec un groupe déterminé dans l'enceinte de ce travail-là et pas en situation de projection. Là, il faudrait renégocier les droits d'une autre façon. Laurent, juste une petite information peut-être, Laurent, parce qu'il y a là, les personnes qui nous écoutent viennent de toute la France. Est-ce que Chéri Chéri a des liens aussi avec d'autres festivals en France qui permettraient justement d'avoir des sortes de petites antennes
dans les régions. Ah bon, on t'entend plus? Ça va aller mieux, voilà. C'est ça? Donc, Chéri Chéri n'existe qu'à Paris en tant que tel, mais par contre, effectivement, il y a d'autres festivals de films LGBT dans d'autres villes de province. Je pense vraiment à Lyon, bien sûr, mais aussi Grenoble, Saint-Étienne. Alors après, ça dépend beaucoup des endroits. Ce sont des associations locales, en général, qui s'en occupent. Ce sont des personnes aussi, très souvent, ce sont effectivement des événements qui sont portés par des individus très motivés par le cinéma et par la question, et qui peuvent faire effectivement un travail assez exceptionnel, chacun sur son territoire avec son public. Donc c'est toujours intéressant, c'est assez simple à trouver, un festival LGBT France, on a toute la liste, ou même sur Wikipédia, on en trouvera tout à fait la liste. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il existe par exemple un festival qui est réservé aux filles, et donc effectivement qui est cette fois exclusif, qui s'appelle donc Les lesbiennes se font du cinéma ou Cinéfable, qui est d'ailleurs un premier festival de films LGBT en France, avant tous les autres. Et donc ce festival, moi, on pose souvent la question d'ailleurs de ce festival, le fait qu'il soit exclusif, ce qu'on en pense, voilà, Chéri Chéri. Et moi je dis que c'est très très bien, d'abord parce que je pense qu'on ne peut pas obligatoirement échanger de tout dans tous les environnements, mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait effectivement des festivals qui soient réservés, on va dire, et d'autres qui puissent être ouverts. On n'y a pas le même genre d'échange, ni le même genre de réflexion. L'entre-soi a du bon pour mener une réflexion particulièrement où on peut dire beaucoup plus de choses entre soi que, effectivement, quand on est confronté à d'autres personnes qui ne partagent pas obligatoirement le même vécu, qui n'ont pas obligatoirement le même retour. Et je pense que c'est pas exclusif. Donc, sur plein de questions, enfin voilà, le fait que des femmes puissent se retrouver entre femmes pour d'abord débattre entre elles de sujets qu'ensuite elles porteront auprès d'une communauté beaucoup plus ouverte. Le fait que des lesbiennes, que des gays, que des trans, que des puissent aussi avoir cet espace de confort dans lequel on peut parler ensemble selon les mêmes critères, avec le même regard, c'est très important. Après, effectivement, il ne faut jamais oublier qu'il faut aussi faire de la passation et qu'il faut effectivement s'ouvrir et qu'il faut toujours se confronter à des regards extérieurs. Et quand je dis confronter, ce n'est pas de façon dure, bien au contraire, c'est vraiment d'échanger, confronter les regards, confronter les expériences. Parce que je pense que c'est dans la rencontre qu'effectivement les choses se passent. Alors, je pense qu'on va poursuivre toutes ces questions dans les ateliers. Comme je vois Juste une chose. Alors, juste une chose, oui. Juste très court. Pour vous dire qu'en fait, le festival aura très certainement lieu d'abord en ligne grâce à MK2 Curiosity qui finalement est en place et donc va pouvoir nous accueillir en ligne. On espère donc fin avril, début mai. Et puis ensuite, il y aura quand même le festival Chéri Chéri en salle, plus tard, dès que ce sera possible, peut-être en juin, peut-être en juillet, peut-être en août. Et que de toute façon, il y aura l'édition 2021 au mois de novembre, comme tous les ans au mois de novembre. Bon, alors, de toute façon, on se fera le relais de ces infos dans notre newsletter. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter de Passeurs d'images, T'as de beaux yeux, tu sais, de le faire. Vous y recevrez toute l'actualité de l'éducation aux images. Et on ne manquera pas, Laurent, de faire mention de ces événements auxquels on souhaite vraiment être associé sur la question LGBT. Alors, je vais, parce que on va bientôt se retrouver en atelier. On va passer d'un duo d'hommes à un duo de femmes. Et Jérôme reste avec moi. On va passer la parole à Clémence et Santiaga. Et ensuite, on va rejoindre nos amis du MAG. Merci Patrick. On va faire court simplement. Moi, c'était d'introduire donc Clémence, mais on va la laisser se présenter toute seule comme une grande parce que il faut qu'on fasse vite. Donc j'invite Clémence à monter sur scène. Merci Clémence. Voilà. Donc l'idée c'était de te donner la parole pour que tu puisses nous parler un peu plus sur au-delà du genre et les actions que vous faites parce que ça a réveillé la curiosité des assistants, ce qui est normal. Donc je te laisse la parole. Oui, en fait, Au-delà du genre est né en 2017 et elle est née du souhait d'un groupe de personnes trans
qui ont fait leur coming out jeunes, en fait, d'accompagner les familles, mais également les jeunes au milieu scolaire et aussi sur d'autres questions qui sont liées à leur identité de genre. Donc, on est né en 2017. En 2019, on a créé un guide d'accompagnement qui est un protocole. En fait, on a créé ce protocole pour accompagner les enfants, les adolescents que nous avons dans l'association et leurs familles. Donc, ces protocoles, donc, ils donnent des actions, en fait, à faire dans les établissements. Ils donnent des conseils. Ils donnent également des pratiques, des conseils, des pratiques qui sont déjà faits en France ou à l'étranger pour la question de l'accueil et l'accompagnement des gens en milieu scolaire trans. Donc voilà, ces protocoles étaient, il a bien fonctionné. Donc on l'a ouvert. Donc c'était fait par Au-delà du genre et pour les adhérents de l'association, pour les enfants qui font partie de l'association via leur famille. Et on a vu que ça marchait tellement bien qu'on a commencé à avoir des retours d'établissements scolaires qui nous demandaient effectivement plus d'informations puisqu'ils avaient un élève ou une élève trans dans l'établissement. Donc, ces protocoles, en fait, il a été ouvert après, cette année, à d'autres associations trans, puisque notre milieu d'action, finalement, est limité géographiquement, puisqu'on travaille à Paris et en Île-de-France. Et la question du milieu scolaire, de la question du milieu scolaire en milieu rural, par exemple, on ne l'aborde pas. Et il se trouve que parfois, les questions sont différentes. Et donc, du coup, on s'associe avec d'autres associations qui sont des provinces pour leur expertise sur cette question-là, notamment. Donc, on a travaillé, donc il y a Au-delà du genre qui a initié le travail en 2019. Ensuite, il y a eu Parité, qui est une association parisienne également, qui a travaillé également avec nous. Il y a eu également Trans 3.0, qui est une association trans de Bordeaux. Également, on a eu Transat, la collaboration avec Transat, qui est une association de Marseille, une association trans, et également une association de Lille qui est en trans. Donc, on a vraiment voulu être un peu partout sur le territoire, donc en travaillant avec des associations qui accompagnent sur le terrain, en fait, les personnes trans, et notamment les mineurs, concernant cette action d'accompagnement pour les mineurs au milieu scolaire. Donc, le protocole, il a été aussi relu par des experts, autres experts que personnes trans. Donc, on a travaillé notamment avec Arnaud Alexandrin, dont on a cité tout à l'heure, puisqu'il travaille sur la sociologie. Gabriel Richard, qui travaille également sur la question de la sociologie, et puis d'autres experts donc, qui ont lu la dernière version qui va sortir le 31 mars, puisque c'est une action bien spécifique. C'est la journée internationale de la visibilité trans. Clémence, comment on peut se procurer le guide? Et est-ce que tu pourras mettre dans le chat le lien de l'association Au-delà du genre? Oui, alors donc le site internet est en train d'être refait en fait. Il y a pas mal de contenus qui étaient retirés, qui n'étaient plus d'actualité, donc il est en train de le refaire à nouveau. Il est actif, donc c'est Au-delà du genre. Attends, je me rappelle jamais exactement. C'est Nicole, Clément. Je l'ai, Clémence, t'en fais pas, je vais les mettre sur les chats pour tout le monde. Pour nous écrire, donc c'est contact@adgparis.org ou me contacter directement via email clémence@adgparis.org. Donc c'est les emails qu'on utilise et on sera ravis de répondre. Et concernant l'éducation nationale, donc il y a actuellement un travail qui est en train de se faire au niveau de la GIDESCO. Et on a été invité à faire partie des auditions qui ont été faites. Et on a parlé de ces guides. On en avait déjà parlé, et notamment avec le ministre de l'Éducation nationale, qui avait été intéressé à l'époque. Et lorsqu'on a à nouveau été auditionné
très récemment, il y a 3 semaines. Donc, évidemment, l'Éducation nationale était très intéressée par le travail qu'on fait, puisqu'il se base sur l'expérience des enfants trans au milieu scolaire. Merci beaucoup Clémence. On se retrouve dans un des ateliers. Tout à fait. Tu as eu un coup de cœur pour un film, tu nous en parleras. Oui, puis, et si je peux me permettre… Et vas-y, permets-toi, je t'en prie. Sur la question de la visibilité, puisqu'on parle du cinéma, il y avait la question, tout à l'heure tu as abordé la question de ce qu'on est représenté. Et en fait, on a souvent ces débats sur les questions de la représentation des personnes trans dans le cinéma. Et très souvent, quand on réclame qu'il y ait des acteurs trans, des actrices trans qui incarnent les personnages, on fait une opposition, mais pourquoi une personne cisgenre ne serait pas capable d'incarner un personnage trans? Et en fait, ce n'est pas le débat. Le débat, évidemment, une personne cisgenre peut incarner une personne trans. Mais pourquoi on le demande? En fait, c'est simplement parce que quand on regarde la population trans, on est parmi les populations les plus précarisées au niveau du travail, exclues du monde du travail. On a un taux de chômage qui est épouvantable. Et même si on ne peut pas incarner les propres rôles qui concernent les identités des personnes trans, la question c'est qu'est-ce qui nous en reste, en fait. Et c'est là, en fait, la question de la représentation. Il y a pas seulement la question de la représentation, mais aussi la question de l'inclusion. Comment on peut inclure les personnes trans à ce qu'elles soient justement représentées, premièrement, d'une bonne façon, et la deuxièmement, comment on fait aussi un travail finalement des plaidoyers sociétal, des plaidoyers politiques pour le respect des identités, mais aussi peut-être envoyer un signal fort en disant s'ils sont capables, les personnes trans sont capables d'incarner leur propre rôle dans le cinéma, elles sont aussi capables de faire le travail de n'importe quelle autre personne cisgenre. Merci. Merci à toi surtout. Je pense qu'on a des choses à partager ensemble. On l'a déjà partagé, c'est qu'à le dire précédemment. Et le passeur d'image sera ravi de travailler avec Claudie Ladugence sur ces questions, sur la question transgenre, qui est souvent en fait mise un peu de côté, méconnue, agglomérée avec d'autres questions. Et donc, on va vraiment travailler sur ce sujet-là. Avec plaisir. Il y a Laurent qui réagit et qui réagit à tes propos, Clémence, dans le chat. On va passer à un temps d'échange avec nos amis du MAG. Je ne sais pas si Alix et Constance sont déjà avec nous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Alix. Bonjour. Okay. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Voilà, et voilà Constant. J'ai eu peur à un moment donné, vous soyez bloqué d'attente avec Jérôme. Je me dis, c'est un coup de Jérôme. Tout va bien, c'est bon. C'est bon? On est là. Bon, bah, génial. Peut-être qu'Olivier va nous rejoindre aussi. Je ne vois pas Olivier. On va faire apparaître Olivier, tel un coup de baguette magique. Alors, bon, moi, je trouve que j'ai 2 casquettes, mais là, aujourd'hui, j'ai la casquette de directeur de passeur d'image. Avec une autre casquette, je connais bien le MAG, donc je pourrais présenter la situation, mais je vais vous laisser la présenter. Mais qu'est-ce donc le MAG? Alors, qu'est-ce que le MAG? C'est une association qui est basée à Paris, mais qui opère sur d'autres parties du territoire, et qui a pour but de sensibiliser sur les questions des personnes LGBT et des discriminations, notamment en milieu scolaire, qui est une de ses principales activités. Donc, on fait des interventions en milieu scolaire, mais également permettre aux jeunes LGBT, donc de 15 à 30 ans, de se réunir pour des permanences dans son local à Nation, mais aussi actuellement en ligne dû à la situation sanitaire. Après, ce que fait également le MAG, c'est un rôle de représentation via l'organisation d'événements comme le Grand Bal des Fiertés à la mairie de Paris, ou encore qui dispose d'un char à la Marche des Fiertés. Ok, alors, je pense savoir que vous êtes en service civique au MAG. Oui, tout à fait. Alors, il y a un petit souci avec la vidéo. Aïe. Il a indiqué qu'on a désactivé ta vidéo parce que ta bande passante
était trop faible, mais est-ce que tu nous Est-ce entends qu'on plus? m'entend? Bon, c'est les aléas du direct, du distanciel. Vivement qu'on se retrouve tous en présentiel. Alors moi, j'avais un certain nombre de questions, et puis on va surtout avoir un dialogue avec l'ensemble des participants, parce qu'il faut que ce soit interactif. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'assurer des interventions en milieu scolaire, tout d'abord? Et voilà, première question. Seconde question, comment se déroulent ces séances en milieu scolaire? Et en plus, après, j'ai tout un tas d'autres questions, mais voilà, pour planter un peu le cadre, qu'est-ce qui vous a motivé pour s'inscrire dans cette démarche que propose le MAP d'intervenir en milieu scolaire et de faire la sensibilisation sur les questions liées aux LGBT-phobie? Mais du coup, je ne sais pas si on m'entend, du coup, c'est Oui. bon? Ok. Du coup, Constant et moi, on est en service civique au sein du MAG. Moi, personnellement, j'ai voulu être service civique parce que, étant concernée par des questions notamment de transidentité, eh bien, je pensais que c'était une bonne chose de pouvoir aider la communauté, et notamment les jeunes dans les milieux scolaires, dans les établissements. Et donc oui, donc ces fameuses interventions en milieu scolaire qu'on fait toutes les semaines, tous les jours même de la semaine, dans toute l'Île-de-France, ça se passe comment? Ça se passe parfois bien, parfois un peu moins bien, mais on a des échanges avec les élèves qui sont vraiment très intéressants. Le but vraiment, c'est de pouvoir aborder toutes les questions LGBT, d'apporter les informations pour tous les élèves qui sont là, qui sont présents, qui ne connaissent pas forcément tous les mots, tous les termes, toutes les définitions, etc. Donc, on est là pour déjà apporter cette information et puis surtout débattre, en fait, débattre avec eux de toutes ces questions-là qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Donc, voilà notre principale activité en intervention en milieu scolaire. Voilà. J'entends pas du tout. Le micro est coupé, du coup, on n'entend pas. On m'a coupé mon micro. Je ne sais. Pardon, Alix. Comment ça fonctionne? En fait, c'est l'Éducation nationale qui vous sollicite. Vous avez une convention entre l'Éducation nationale et le MAM. Par exemple, je suis un professionnel de l'Éducation nationale. Il y en a dans l'assistante. Comment ça se passe pour vous solliciter? Comment ça fonctionne? Tout d'abord, il y a, il me semble, 2 ans, on a obtenu L'agrément. Vous avez obtenu un agrément. Pardon, pour pouvoir faire ces interventions en milieu scolaire et que, même ce soit au programme en fait des élèves qui sont là pour étudier. Et du coup, souvent, du coup, les établissements viennent nous contacter pour s'il y a par exemple un élève qui est transgenre, qui est homosexuel, etc. Parfois les profs ne savent pas trop comment faire ou même ils se disent que c'est pas mal qu'on aborde ces questions-là aussi de manière générale. On intervient pour plusieurs raisons et c'est souvent du coup les établissements qui nous contactent directement pour qu'on puisse faire ces interventions et pouvoir aider un peu tout le monde, quoi. Ok. Et comment quelle est la réception des jeunes lorsque vous intervenez? Quelles questions reviennent le plus souvent? Est-ce que vous observez des blocages sur certains sujets? Enfin voilà, quelle est la réception des jeunes par rapport à vos interventions? Constant, tu veux répondre ou... Oui, c'est Alors oui. La réception des jeunes, elle est plutôt variable. C'est-à-dire qu'on va avoir des classes qui sont très ouvertes d'esprit, qui participent beaucoup. On va avoir des classes qui participent peu et qui font peu de commentaires, mais qui pensent beaucoup, soit en bien, soit en mal. Et on va avoir des classes un peu plus compliquées. C'est vraiment variable. Globalement, ça reste un retour positif si on prend de manière globale. Après, les questions qui reviennent le plus, les points d'incompréhension, je pense que ce qui est le plus difficile à expliquer, c'est peut-être les personnes intersexes et les personnes transgenres qui parfois sont pas très bien compris.
Donc on va bien prendre le temps d'insister sur ce sujet. Et voilà. Alix, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, il y a plein de questions dans le chat. On nous demande si le MAG est uniquement sur Paris. Alors, on a un local actuellement sur Paris, mais on est en train de voir pour avoir d'autres points dans différentes villes, notamment à Lyon ou dans d'autres villes. Mais pour l'instant, on a actuellement qu'un local à Paris, mais il y a quatre services civiques qui sont aussi à Lyon pour faire des interventions au milieu scolaire. Donc, le but, c'est d'implanter plusieurs antennes un peu partout en France d'ici quelques mois, quelques années. Moi, j'avais une question. Le MAG, c'est le mouvement d'affirmation. Est-ce que, à votre contact, en vous rencontrant, il y a l'intervention, il y a ce qui est organisé, le professeur, la rencontre, et il y a ce qui se passe en off, enfin ce qui se passe après. Et je voulais savoir si le fait que vous soyez des jeunes gens comme les élèves ou les ados auprès desquels vous intervenez, ça donne lieu à la possibilité d'une écoute et de la construction de quelque chose d'un petit peu plus singulier, intime, hors peut-être hors du cadre balisé au départ de la rencontre. Est-ce que ça, c'est vraiment un point important des actions que vous menez? Oui, du coup, nous, quand on intervient, est-ce que c'est bon? Ouais. Donc nous, on intervient dans les établissements et parfois dans les classes, il y a des personnes concernées par ces questions LGBT, forcément. Mais du coup, à la fin de l'intervention, on explique tout le temps qu'on reste à la fin pour s'il y a des questions un petit peu plus personnelles et parfois, ça peut être le lieu d'un échange avec les élèves qui parfois ont envie de discuter avec des personnes concernées ou juste de se sentir un petit peu écouté auprès de jeunes qui ont quasiment leur âge, etc. Parfois, on a un petit temps d'échange, pas tout le temps, parce que parfois, ça peut être compliqué aussi pour les élèves de venir nous parler, mais c'est très intéressant d'avoir ces moments d'échange avec les élèves. Ça nous apprend aussi beaucoup, nous, en tant qu'intervenants, pour la suite. C'est très enrichissant. Et une dimension qui est intéressante aussi, c'est que bien évidemment, étant une association, donc avec un agrément éducation nationale et qui, il y a des projets un peu au long cours qui se mettent en place avec les établissements. Vous avez l'intervention, c'est pas juste une fois parce que dans tel cycle scolaire, c'est quelque chose qui est important de faire, mais ça s'inscrit vraiment au cœur de projets d'établissement et vous nouez des partenariats un peu sur le long cours avec des établissements qui vous sollicitent régulièrement. Alors oui, il y a des établissements qui nous sollicitent régulièrement. Oui, ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ok. Il y a des établissements qui nous sollicitent régulièrement. Il y en a d'autres aussi qui nous sollicitent plus de manière ponctuelle, moins de manière répétée. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parfois, ce qu'on organise, l'intervention, elle peut avoir lieu dans le cadre d'une semaine, par exemple, sur différentes questions, que ce soit de discrimination, harcèlement, etc. Parfois, on peut aussi intervenir quand on parle quand il y a une journée un petit peu sur les questions seulement LGBT aussi. Parfois, on arrive à intervenir aussi, pour
pour aider aussi l'établissement à aborder ces questions avec les élèves sous forme d'ateliers, de journées. On ne fait pas forcément que des interventions. Parfois, on a un stand et puis on est là pour répondre aux questions s'il y a besoin dans la cour ou voilà. Enfin, ça peut être différentes choses aussi, ouais. J'arrive pas à voir s'il y a des questions de nos participants. Alors, en fait, il y avait une question sur quel support vous utilisiez. Est-ce que vous utilisez des supports? Alors, je ne sais pas si Constant est toujours là. Constant a un petit souci de vidéo. Ok. C'est le plaisir d'être du distanciel. Ouais. Ah ouais, du coup, en termes de support, en termes de support, on n'utilise pas du tout de vidéos, etc. On utilise le tableau, des marqueurs, et puis on écrit au tableau, on fait des tableaux, des schémas, etc. Et puis on fait ça comme ça. On n'a pas vraiment de support à part après des prospectus parfois qu'on a avec nous, etc. Mais sinon, lors de l'intervention, il n'y a pas plus que ça. Alors, Juliette Monnier nous demande est-ce que vos interventions ont un but de définition à partir de PowerPoint ou êtes-vous aussi sur un format de débat? J'imagine qu'il y a des échanges avec les jeunes. Vous n'êtes pas un cours magistral. Oui, et c'est surtout ça en fait. On est là pour discuter avec la classe, pour discuter avec les jeunes. Et c'est surtout sous forme de débat en fait, sous forme interactive. On va pas du tout défiler un PowerPoint, dire ça, c'est cette définition et tout. Non, on va interagir. Voilà. Il y avait une question qui nous avait été posée, en fait, c'est notamment cette année qui a été très particulière pour tout le monde, mais aussi dans les établissements scolaires, etc. Et pour la situation en fait liée à la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous faire un constat de comment ça a particulièrement impacté ou facilité des choses, en général pour vos interventions, mais aussi pour la communauté LGBTI? Alors nous, concernant les interventions, nous, on est en service civique depuis le mois de décembre, donc on est rentré en service civique sur ces interventions pendant la pandémie et voilà. Nous, de nos interventions, on n'a pas arrêté de faire des interventions à cause de la pandémie. Après, sur les personnes LGBT en général, c'est sûr qu'avec la pandémie, comme pour toutes les autres personnes, la situation des personnes LGBT, elle s'est dégradée. Beaucoup plus de personnes en dépression, etc., etc. Alix, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ouais, c'est que oui, forcément, on le voit quand on a pu faire quelques permanences au local. On a accueilli quelques personnes qui se sentaient vraiment seules et enfermées chez eux tout le temps, quoi, particulièrement dans cette période. Donc oui, parfois c'est pas évident. Déjà d'être LGBT, parfois c'est pas très très évident. Mais en plus avec cette situation où on est un peu enfermé chez nous, on peut pas trop voir nos amis ou d'autres personnes. Forcément, le ressenti est plus compliqué et je sais pas exactement les chiffres, mais je crois qu'il y a des études qui ont été qui sont parues là cette semaine. On voit qu'il y a des chiffres quand même assez parlants sur comment le Covid a agi sur le mental des personnes en général et notamment des personnes LGBT, quoi. Et au niveau de vos adhérents, est-ce que vous avez mis en place justement des nouvelles modalités de se rencontrer, de partager de la joie aussi autour de la reconnaissance, etc. Du coup, comme on n'a plus trop l'occasion. Alors, vas-y. Comme on n'a plus trop l'occasion d'avoir les personnes venir au local, le local est un peu fermé en ce moment, on s'est mis sur la plateforme Discord, qui est une plateforme en ligne
qui nous permettent de faire des permanences en ligne. Donc, on joue, il y a des jeux en ligne qu'on organise, regarder parfois un court-métrage, un film LGBT ou juste un moment de partage, d'échange, de discussion. Et c'est un peu ce qu'on peut faire quoi en cette période. Donc, on a ça comme possibilité pour les personnes qui le souhaitent, qui peuvent pas, enfin, on peut pas se rendre en lieu physique. En tout cas, un engagement comme volontaire, c'est un bel engagement. Comment vous imaginez la suite, votre engagement, toujours sur cette cause peut-être, un métier, comment voyez-vous la suite vous concernant? Ça, c'est une sacrée question. Oui. Alors moi, me concernant, je compte pas en faire particulièrement mon métier de cet engagement. Pour ma part, ça va rester particulièrement annexe, comme quelque chose que je fais en plus. Voilà. Moi, j'aurais pensé que vous auriez répondu président du MAG. C'est la Non, mais suite. pour la suite, oui, pour ma part, je vais continuer tout ce militantisme que je peux faire déjà actuellement, mais c'est forcément plus sur la question de la transidentité, surtout parce que je trouve que encore aujourd'hui c'est compliqué quand on va dans les établissements scolaires, on voit beaucoup de personnel éducatif qui savent pas trop comment faire, comment accueillir une personne trans, etc. Donc c'est des questions qui me touchent forcément et j'espère pouvoir contribuer à aider tout ça, à aider à ce que la population en général entende, s'informe sur ces questions qui sont quand même très importantes et que on arrive à quelque chose de plutôt pas mal d'ici quelques années. Voilà. Donc voilà, je vais continuer là-dessus et puis on verra. Ok, merci à vous deux. On a presque rattrapé le retard qu'on avait eu au début. Donc, en fait, on va se retrouver en atelier et on va passer la parole à Hélène, qui va peut-être nous donner quelques conseils ou recommandations d'ordre technique ou pas. Ouais, je peux les dire si vous le souhaitez. En fait, normalement, vous avez reçu un programme. Ah, voilà, Hélène. Voilà, je laisse Hélène le lire. Alors, vas-y, Hélène. Nous t'écoutons. Avec le micro, c'est mieux. Tu commençais très bien, Santiago. Oui, non, en fait, normalement, vous avez reçu donc un programme avec le lien vers l'atelier dans lequel vous participez. Si jamais vous rencontrez des problèmes pour vous connecter, vous n'hésitez pas à m'écrire donc sur mon adresse mail. Je vais la remettre dans le chat. Mais voilà, vous participez chacun à un atelier et voilà. Et c'est sur Teams, donc c'est pas sur Livestorm, donc vous changez de plateforme, mais c'est encore plus simple parce que vous avez juste à cliquer sur le lien pour vous connecter. Vous n'avez pas besoin de rentrer d'informations complémentaires. Voilà. Bon, donc Jérôme, on s'adresse à toi, tu cliques sur le lien pour aller dans l'atelier. Bon, je le taquine. Eh bien, on se retrouve ensuite, je crois qu'on se retrouve à 17h30 exactement, pour mettre en commun un peu ce qu'on s'est dit dans le cadre des ateliers, et puis on vous réserve une petite surprise. Voilà, à tout à l'heure. À tout de suite dans les ateliers.